Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, traversé ça et là par de brillants soleils. Mais depuis, j'ai découvert Internet et j'y continue mon émission Écran d'arrêt. Internet, c'est magique. Vous cherchez une information et paf, Google vous la donne. Vous tournez une vidéo et paf, c'est sur YouTube. Depuis 50 ans, l'informatique nous rend autonomes et individuels. On a plus facilement la possibilité d'apprendre seul, de créer seul et de diffuser à tout le monde. Mais selon Aaron Swartz, un regretté et brillant informaticien, le net pose une nouvelle question, celle du monopole des moyens de diffusion. You start seeing power centralizing in sites like Google, these sort of gatekeepers that tell you where on the internet you want to go, the people who provide you your sources of news and information. So it's not, only certain people have a license to speak. Now everyone has a license to speak. It's a question of who gets heard. Il y a donc deux choses. Tout le monde peut créer, ça pose un problème aux professionnels. Et tout le monde peut s'exprimer. Mais ça pose un autre problème. Il existe deux types d'amateurs, les amateurs de et les créateurs amateurs. Pour le CNRTL, l'amateur est celui qui a un goût de prédilection pour quelque chose, mais c'est aussi celui qui exerce une activité en parallèle à sa profession, souvent non rémunérée. Le sociologue Patrick Flichy a écrit Le Sacre de l'amateur, et pour lui, depuis 50 ans, les outils techniques et informatiques permettent aux amateurs de reconquérir des pans entiers de l'activité sociale, comme les arts, la science et la politique, qui sont traditionnellement dominés par les professionnels. Il y a 50 ans, on était en 1965, l'année de sortie d'un format grand public, le Super 8. Léger et pas cher, ce format amateur mettait une caméra dans les mains des casus. Un peu plus cher était la caméra Éclair 16 mm, qui a par exemple servi pour filmer Woodstock, puis la Caméflex 35 mm, qui a beaucoup servi à la nouvelle vague, car facilement transportable. Si vous regardez le site Shot on Watt, qui vous renseigne sur le matériel utilisé pour les tournages, on apprend qu'À bout de souffle de Godard a été tourné avec une 35 mm en Caméflex Éclair. Le Caméflex! Le Caméflex, c'est ma canne à pêche! Mais écoute-moi ça, t'abrutis. C'est quelque chose. Et là, on voit que même des cinéastes professionnels utilisent du matériel amateur. On est donc dans une autre définition, comme celle que donne Roger Houdin. Roger Houdin, c'est un professeur de cinéma à l'université Paris 3 à la Sorbonne. Dans ses recherches sur le cinéma, il a écrit un long article sur les films amateurs. Roger Houdin divise trois groupes, les films de famille, les films amateurs et les films indépendants. Son article date de 99, donc tout ça a un petit peu évolué, mais il nous en apprend beaucoup sur notre rapport à l'image. En premier, le cinéma familial. Il ne dit pas « je vais raconter telle ou telle histoire », mais tente de capter un moment de vie. On est dans l'intention en action. Le cadreur ne se comporte pas en cinéaste, il ne fait pas de montage. Regarde la caméra des tatas, regarde la caméra des tatas, regarde la caméra, regarde la caméra des tatas, regarde. Quant au cinéma amateur et indépendant, il concerne les cinéastes sans beaucoup de budget. Ça veut dire beaucoup plus de contraintes techniques, mais aussi beaucoup plus de liberté de création. Le film L'Amateur, du réalisateur Kieslowski, raconte l'histoire d'un homme passionné de cinéma dans une Pologne dominée par l'URSS. Ponieważ z tych filmów wynika, że wy znacie życie tylko z kronik filmowych i z dziennika telewizyjnego, a nie z tego, co was otacza. Dziennik telewizyjny to jest zbiór informacji, który musi być pokazany, przekazany, musi. Za to amatorzy nic nie muszą. Mogą robić co chcą, kiedy chcą i jak chcą. Cette scène se passe lors d'un festival de films, et ce membre du jury nous apprend le pouvoir qu'a l'amateur, ne rien devoir à personne. Roger Houdin nous dit aussi que le terme d'amateur est assez péjoratif, et que certains réalisateurs préfèrent se déclarer indépendants. Alors, où est la différence entre indépendant et professionnel ? Je crois qu'on peut être les deux, mais que certains réalisateurs indépendants restent amateurs. En intello hipster que je suis, j'achète les cahiers du cinéma. Et le numéro de février 2015 comprend un entretien avec Quentin Dupieux. Il nous révèle ceci. Je trouve ça bien plus excitant d'être perdu sur le tournage. Je veux rester amateur. Ce n'est pas une formule ou bien un slogan. C'est vraiment quelque chose qui me fait peur et qui m'habite profondément. C'est la même pulsion que lorsque j'étais adolescent et que je louais des VHS et que je mourais d'envie de tourner des scènes exactement comme dans les films.
Quand je le faisais, c'était une catastrophe, mais peu importe. C'était la pulsion qui comptait. Et aujourd'hui, cette pulsion, je ne veux pas qu'elle s'en aille, je veux la sentir sur tous mes films. C'est vrai que si vous regardez les films de Quentin Dupieux, on la sent sa pulsion. On est dans le bizarre, le bricolage, l'improvisation, bref, un cinéma adolescent. D'où le titre de l'article des Cahiers du cinéma. Il est génial. Wow, là, 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 là. Oh non. Le terme amateur sonne ici comme non conventionnel et un petit peu gaffeur, s'autoriser de faire des erreurs. On est loin ici de la maîtrise de la technique, comme je l'avais défini sur mon épisode sur le spectateur. Cette technique qui crée des cinéastes rodés, comme Kenji Mizoguchi, Charlie Chaplin ou bien John Ford. L'article de Roger Audin est bien, mais un petit peu vieux. Et il se termine en parlant du web, qui brouillera toutes les pistes entre professionnels et amateurs. Brouiller les pistes, c'est-à-dire plus de médiation. La parole à tous. J'ai beaucoup abordé le cinéma, mais cela s'applique aussi à la musique, la photographie et même le jeu vidéo. On y trouve la même confrontation entre indépendants et amateurs. D'ailleurs, dans son émission 3615, Usul différencie le jeu amateur et le jeu indépendant, en 2 émissions séparées. Et ces amateurs qui débarquent de nulle part, ils sont pas formés et viennent prendre le travail des bons professionnels. Les amateurs, Lloyd. Toujours les amateurs. Oui, monsieur. Ils filment au 5D. Ils ont pas de pied de caméra. Ils regardent sans cesse dans l'objectif. On peut dire que ils ne sont pas très bons, monsieur. Tout à fait, Lloyd. Tout à fait. Et ils arrivent quand même à nous piquer notre travail. On pourra dire qu'ils sont assez vilains. Si je puis me permettre, monsieur, ils mériteraient une bonne correction. Il est vrai que sur Internet, beaucoup de personnes se font rémunérer. Des chroniqueurs, des joueurs, des musiciens. Patrice Fléchy souligne que l'amateur agit par plaisir, ce qui pose la question de la professionnalisation. Est-ce qu'on peut travailler en s'amusant ? C'est la question que se posaient les membres de la chaîne Nesblog dans un radio-débat en 2013. Je pensais vraiment trouver cet argument uniquement dans les fins fonds des forums trollesques du pire des sites. L'argument, de toute façon, faire des vidéos sur Internet, c'est pas un vrai métier. Oui. Nous, C'est pas un vrai métier, c'est un plaisir, c'est une passion. Voilà, nous, Il y a aussi une différence entre youtubeurs et femmes de ménage, c'est qu'il y a du travail contraint et du travail libre. Être youtubeur, c'est du travail libre. Voilà, donc on aborde une autre question. C'est donc les gens font ça avec plaisir. Ça veut dire que pour être payés, ils devraient être malheureux en fait. C'est une considération assez répandue que le travail rend malheureux. Le mot travail vient de tripalium, qui était un instrument de torture. Aujourd'hui que le travail est maître, c'est assez insultant de voir des gogoles se fendre la poire devant leur écran et être payés pour ça. C'est en tout cas plus insultant qu'un chroniqueur TV. Le chroniqueur TV nous apparaît plus professionnel et il y a peut-être plus de distance entre lui et nous avec la télévision. Le journaliste descend de son piédestal. On l'écoute toujours, mais on peut tout aussi bien aller vérifier sur Wikipédia. Et Wikipédia est écrit par des communs mortels comme vous, moi ou bien Chirac. Et si jusqu'ici, on parlait d'art, sur Internet, on parle de tout. Le livre de Patrice Fléchy est en 3 parties. Une sur la connaissance, une sur la culture et une sur la politique. Et il offre un rôle important aux amateurs. Internet est un outil précieux qui permet d'entendre la citoyenneté en facilitant l'expression publique de tous les citoyens. L'amateur peut intervenir dans le jeu politique en contestant une décision, en dénonçant un choix politique, en proposant une alternative. L'amateur politique a peu sa place dans les médias, mais sur le net, le débat devient pluraliste. Dans son portrait sur Étienne Chouard, Usul utilise le terme de blogueur médiatique. Et vu que ce n'est pas à la télé qu'on peut réfléchir et débattre, Étienne, qui vient d'Internet, est retourné sur Internet. Usul explique en quoi Étienne Chouard était un professeur qui s'est véritablement investi en matière de citoyenneté. Il préférait Internet aux médias. Je ne suis pas très qualifié en politique, mais je sais qu'en termes d'échange et de communication, Internet ouvre des voies immenses. Aaron Swartz l'avait très bien compris. Il s'est longtemps battu pour l'accès à la culture, l'accès gratuit aux textes juridiques, ou bien contre le passage de la loi SOPA, une aberration anti-piratage qui menaçait la liberté d'expression. Un très bon film retrace la vie d'Aaron Swartz, qui était un personnage extraordinaire, qui a travaillé sur Creative Commons, les flux RSS, ou bien le site Reddit. Le film est gratuit sur YouTube, alors n'hésitez pas. Et ce qui est le plus marquant dans sa vie, c'est son manque d'intérêt pour l'argent. Inspiré par le créateur d'Internet, Tim Berners-Lee, il aurait pu gagner des millions, mais a préféré dédier son talent à des causes quasi anonymes.
Internet nous offre les outils pour mieux comprendre l'art, les hommes ou bien le monde. Grâce à ceci, on peut créer en amateur et échanger et ne plus croire les mêmes têtes pensantes des journaux ou de la télévision. Mais cette démocratie numérique demande un réel investissement et une prise de conscience. Mais nous tous amateurs devenons plus puissants et peut-être que la foule intelligente se soulèvera contre ceux qui nuisent à sa liberté. Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve trouveront en ce sol lavé comme une grève. Et l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur finira empaillé sur 4chan ou Twitter.